Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu plus délicat que les deux précédentes vidéos. Je vais essayer quand même de l'apporter avec un peu d'humour et de la joie de vivre. Pour ceux qui me connaissent dans le réel ou sur d'autres réseaux, sauront que je suis atteinte de sclérose en plaques. Et je pense que c'est important d'en parler, même si ça ne définit pas ma personne, ça fait partie de moi. J'ai décidé du coup de vous présenter ma maladie. Aujourd'hui, on va parler de l'avant et du diagnostic. Déjà, il faut savoir que chaque parcours est différent. La maladie nous frappe chacun d'une manière particulière et mon vécu, mes symptômes, ça ne sera pas forcément les symptômes ou le vécu de quelqu'un d'autre. J'essaye de faire ces vidéos pour les malades, mais aussi pour tout l'entourage, tout cet entourage qui nous aide au quotidien et sans qui ça serait bien plus compliqué. Tout d'abord, on va dire que j'ai eu des symptômes très jeunes. Mon adolescence n'a pas été facile. Je faisais souvent des vertiges. J'avais des pertes d'équilibre totales où il y a eu des jours entiers où je ne pouvais pas aller en cours, où j'ai loupé très fréquemment mes 2 années même de BEP. Et d'ailleurs les symptômes augmentaient à chaque période de règles ou de stress intense. On a mis ça sur le coup justement du stress, de la croissance, des périodes de filles, enfin il y avait toujours une autre excuse. Malheureusement les symptômes ont continué à être là tout le temps. Donc il y a des jours où je ne pouvais même pas me lever de mon lit tellement j'avais aucun équilibre, je ne pouvais pas être sur mes 2 jambes sans tanguer, sans tomber. Il y a des fois où ma maman ou mon frère me retrouvaient d'aller par terre parce que j'étais tombée tout simplement. Alors j'ai fait des allers-retours chez le médecin. Au début donc c'était des symptômes liés à la croissance. Je fais 1m57 donc bon visiblement la croissance il y a dû avoir un IK quelque part. Les périodes de filles, ouais, ça arrivait plus souvent pendant ces périodes, mais il y en avait aussi des épisodes en dehors, donc c'était pas forcément une cause. Et le stress, par contre, évidemment, c'était récurrent. Donc j'ai continué à grandir, à vieillir, et on m'a envoyé quand même chez un oreille pour faire des examens sur l'oreille interne pour voir si j'avais pas de soucis de ce côté-là qui ferait que j'avais ces vertiges et ces pertes d'équilibre. Rien, tout va bien de mes oreilles. Donc ça évinçait une des causes, mais du coup j'avais toujours pas de réponse à pourquoi j'avais ces symptômes, pourquoi je tombais à peine je marchais. Je me suis retrouvée souvent à trébucher dans la cour ou alors en prenant les transports en commun. Et du coup j'ai continué mes études. Par contre, il y a eu un épisode durant mes années de bac où j'ai eu le bras gauche paralysé, clairement. Il se mettait comme ça, il fallait que je prenne mon autre main pour pouvoir le détendre. C'était un épisode très bizarre. J'avais des fourmis dans ce bras et le médecin m'a donc envoyé voir un neurologue. Et du coup j'ai eu le droit à un ECG. Un examen un peu barbare, faut le dire. Donc en clair, il m'a mis des aiguilles dans le bras et il m'envoyait des courants électriques pour voir comment réagissait mon bras. Malheureusement, ou heureusement j'ai envie de dire, mais du coup ça n'expliquait toujours pas. L'examen s'est très bien déroulé et il a montré aucun problème non plus de mes nerfs du bras. Et puis je suis partie à Strasbourg pour faire des études d'auxiliaire de puériculture, mon métier à ce jour. Je faisais les allers-retours Mulhouse-Strasbourg tous les matins et tous les soirs. Du coup je partais de la maison à 5h30 et je rentrais à 19h30. Ça c'était train, études, dodo. Un matin, donc je me lève, tout va bien, et je vais pour aller prendre le tram qui ne se trouve pas très loin de chez moi. Mais là, problème, je tombe dans la rue. Je vous laisse imaginer qu'à 5h30, il n'y a pas grand monde dehors. Et tant bien que mal, j'arrive à me relever et à revenir chez moi parce que j'ai bien senti que c'était impossible d'aller en cours cette journée-là. Et du coup, en rentrant, je préviens ma maman que je suis tombée, que ça ne va pas du tout. Et on retourne chez le médecin, donc il trouve quand même ça un peu bizarre. Un autre épisode, en plein cours, c'était assez impressionnant. Je crois que j'ai effrayé tout le monde, même la prof. J'ai juste eu le temps de dire que ça n'allait pas et je suis tombée, littéralement tombée en plein cours. Et on a mis ça sur le compte, tu te lèves tôt, t'as peut-être pas assez déjeuné, t'es fatiguée et tout. Mais au fur et à mesure, je pense qu'on
commence à se connaître et on commence à savoir comment on fonctionne notre corps. Et il y a des choses qui font qu'on sait qu'il y a quelque chose qui coince à quelque part. C'est par l'accumulation de tous ces vertiges, ces pertes d'équilibre, ces chutes. Ça va pas au bout d'un moment. Il y a un problème à quelque part et on a envie qu'on mette le doigt dessus pour qu'on puisse enfin savoir de quoi on souffre, quoi. On se pose des questions et on a envie d'avoir des réponses. Et du coup, j'ai été voir mon médecin et là, quand je lui ai dit que ça faisait 2 fois quand même que je tombais sans raison, alors du coup, mon médecin me connaît donc depuis que je suis pratiquement née. Et il m'a dit, bon, ok, là, franchement, ça fait des années maintenant, il faut quand même qu'on bouge un peu. Du coup, il m'a prescrit une IRM. J'y suis allée le cœur vraiment lourd. Quand on en entend parler, on parle d'une grosse machine, on est couché dedans, ça fait énormément de bruit. Hein, voilà, c'est rien de très réjouissant. Vous allez rire probablement. Mais pendant mon examen, je me suis endormie. Alors effectivement, donc on a la blouse, la Charlotte. C'est vraiment un gros tube, c'est impressionnant, on a un petit quadrillage devant le visage, il faut absolument pas bouger. Et ça fait énormément de bruit, effectivement, malgré les bouchons d'oreilles, ça fait des bruits. Puis en plus, le bruit, c'est pas le même tout le temps. En fonction, ça change de bruit. Enfin, on a l'impression qu'il y a un DJ qui joue à côté de nous, mais des bruits genre tronçonneuse, visseuse, perceuse, enfin tout ce que vous voulez, mais pas des bruits très, très agréables, quoi. Mais j'ai quand même réussi à m'endormir jusqu'au moment où j'ai entendu une dame me dire gentiment mademoiselle, faut pas bouger, parce que forcément je dormais et je me suis réveillée en sursaut. En tout cas, ça a duré une bonne trentaine de minutes, c'est un examen assez long, pour ça que j'ai eu le temps de faire la sieste. Donc elle m'a demandé de me rhabiller et puis le médecin viendra vous voir. C'est un examen où normalement on reçoit les résultats bien après et le médecin ne vient pas nous voir. Donc bon, je savais que c'était mauvais signe. Le médecin est venu effectivement, j'ai bien patienté un quart d'heure en attendant le temps qu'il arrive. Et je vous promets que ces 15 minutes étaient très très longues. Et donc le médecin est arrivé et à sa tête je me suis dit que visiblement les scénarios catastrophes que je m'étais fait c'était pas loin de la réalité. Il m'a juste dit mademoiselle, vous avez des taches blanches au cerveau et faudrait revenir nous voir pour faire un examen encore plus approfondi. Et je vous promets que vous avez sans doute entendu dire plein de gens dire il y a le ciel qui me tombe sur la tête ou quoi. Mais c'est pas une image, c'est clairement d'un seul coup l'atmosphère il devient lourd et on est comme déconnecté de la réalité. On voit souvent dans les films là, médicaux et tout, où la personne elle est dans son monde et les gens autour continuent de parler et c'est comme si on les entend plus. Bah, c'est vraiment ça parce qu'en fait le cerveau il s'est figé sur une information choquante et il n'arrive plus à emmagasiner d'autres choses parce qu'il est focalisé sur ça. Et en fait, j'étais juste en train de me dire j'ai des taches blanches au cerveau, j'ai des taches blanches au cerveau. Donc je suis ressortie de là, j'ai juste regardé ma maman et elle a compris que ça n'allait pas. Et du coup ben, j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec cette fois-ci le liquide de contraste. Donc on vous ingère un cathéter et on vous met le produit quoi. Et ça permet de voir plus profondément les plaques. Et du coup, ben, j'avais le cerveau et la moelle épinière à faire ce jour-là. Donc au lieu de 30 minutes, c'était 45 minutes. L'examen, c'est très long. Bon, je me suis imaginé que pour moi, ça passe assez vite vu que je fais mes siestes dans cet appareil. Mais j'en suis ressortie et les nouvelles n'étaient pas meilleures. Effectivement, les taches étaient toujours là. Et on les voit très distinctement sur mes petites photos de mon cerveau. Ben, pour expliquer ces taches blanches, il fallait éliminer d'autres théories et j'ai eu droit à une hospitalisation en hôpital neurologique. J'ai été hospitalisée pendant 4 jours. Le premier jour, j'ai été accueillie comme une princesse. Le premier jour, on m'a rien fait d'exceptionnel, on m'a expliqué comment tout allait passer. J'ai fait des tests sur toute la réactivité de mes réflexes, comment réagissent mes nerfs, enfin voilà, on m'a envoyé plein de signaux et tout, il fallait que je réagisse. Le lendemain, j'ai eu le droit à la ponction lombaire. Cet examen qui fait frissonner rien qu'à son nom. On m'en a dit tellement du mal, on m'avait dit tu vas voir, ça fait super mal, c'est une super grande aiguille, enfin c'est atroce et tout. Je dois pas être comme tout le monde, je sais pas, mais moi j'ai envie de vous rassurer. Si jamais vous devez aller faire une ponction lombaire,
c'est pas si affreux qu'on dit. Suffit d'être détendu et d'écouter ce qu'on vous demande de faire. J'ai le dos cambré, clairement j'ai le dos qui fait comme ça. En été, si je suis en train de faire la bronzette sur le ventre, on peut me mettre de l'eau dans le dos, ça y reste, tellement j'ai un creux. On pourrait mettre un petit canard et tout, c'est bon, il pourrait prendre son bain. Mais on m'a demandé de faire le dos rond, chose qui n'est pas facile à faire, vous imaginez qu'on a le dos cambré. Elle a juste eu le temps de me dire je pique, ok, bah j'attends. Puis d'un seul coup elle me dit voilà c'est fini. Donc pour vous dire que ça fait très mal, je n'ai absolument rien senti. Effectivement c'est une grande aiguille, je vais pas vous mentir. Je peux pas vous montrer la taille, hein. Forcément elle était dans mon dos, mais en tout cas c'est une aiguille conséquente parce qu'on va aller chercher du liquide qui se trouve dans votre dos en fait, entre vos lombaires. Et c'est une aiguille très fine pour pouvoir aller ponctionner ce liquide. Et il faut bien faire le dos rond pour qu'elle puisse y aller. Et forcément si on est détendu, on fera la bonne position, on sera dans des conditions qui sont optimales. Et si on est stressé, on se contracte, c'est logique. Et si on se contracte, ça fait plus mal. Ça c'était l'examen numéro 1 qu'il fallait absolument passer. Moi l'examen qui m'a fait souffrir clairement, c'est la ponction des glandes salivaires. Ça a été un calvaire pour moi. J'ai pas envie de vous faire peur encore une fois, parce que du coup moi on m'avait préparé que la ponction lombaire c'était affreux et tout, mais on m'avait rien dit sur cette ponction des glandes salivaires. Et je m'y attendais même pas qu'on allait me faire cet examen. Donc encore une fois on m'a très bien expliqué ce qu'on allait me faire, qu'on allait m'inciser la lèvre inférieure pour aller chercher des glandes salivaires qui ressemblent à des petites grappes de raisin. Et la bétadine qui est spéciale buccale, mais je vous avoue que ça a déjà un goût infect. Donc on m'a mis ça sur la lèvre inférieure pour me désinfecter et tout. Et puis après on m'a piqué une première fois pour m'anesthésier cette lèvre. La piqûre là dans la lèvre inférieure, ça fait très très mal. Quand on va chez le dentiste et qu'on vous anesthésie les gencives, ça fait déjà pas trop du bien. Mais alors la lèvre, ça pique, ça brûle. Et puis après on m'a pris un petit scalpel et on m'a ouvert la lèvre un petit peu pour aller chercher ces petits glandes salivaires. Et donc on va aller chercher avec une genre de pince à épiler. J'ai pas les termes, je suis désolée, je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas... Voilà. En tout cas je vous raconte comment je l'ai vécu. Et donc pareil, elle le met dans un petit tube à essai genre. Et elle m'a demandé si je voulais voir. Moi qui suis curieuse, bien sûr que je voulais voir. Pour ça que je sais qu'effectivement ça ressemble vraiment à des mini grappes de raisin. Et j'ai eu le droit à avoir des lèvres mieux qu'après une chirurgie esthétique, tellement elles étaient gonflées. Voilà, pour le jour numéro 2, en tout cas j'ai eu ces 2 examens de fait. Et le matin du 3e jour, j'ai eu le droit à une prise de sang. Alors je n'ai plus jamais eu de prise de sang aussi conséquente. On m'a tiré environ 30 tubes à jeun. J'ai eu le droit à un petit déj de folie après pour redonner des forces. Mais en tout cas c'était une prise de sang énorme. Mais j'ai eu de la chance vraiment dans cette unité. On m'a piqué mais j'ai rien senti. Et malgré tous les tubes qu'il a fallu tirer, mon bras je n'ai même pas eu de bleu. Et c'était le dernier examen à vraiment passer pour avoir ces résultats. Et puis est arrivé le dernier jour de mon hospitalisation. Le dernier et le pire. J'ai eu le droit à un interne en médecine qui est venu m'annoncer de quoi je souffrais depuis des années. Et disons qu'on n'avait pas dû lui apprendre le tact et comment annoncer une terrible nouvelle à quelqu'un. Il a clairement débarqué dans ma chambre avec la neurologue qui m'avait suivie à l'hôpital. La neurologue avait l'air grave et je me suis dit c'est bon. Je sens l'épée là au-dessus de ma tête qui va me trancher. Et il m'a demandé de but en blanc si je savais ce que c'était une sclérose en plaques. Donc je lui ai répondu que j'avais déjà entendu parler de cette maladie, que j'avais entendu ce nom, mais que je ne savais pas ce que c'était. Il est venu avec une pile comme ça, de fascicules. Il me les a étalés tranquillement sur mon lit à côté de moi. Donc mon lit, au lieu d'avoir une couette dessus, c'était un patchwork de petits fascicules. Et il m'a dit, écoutez, vous lisez tout ça et puis si vous avez des questions, vous nous bipez. Il a fermé la porte et j'ai fondu en larmes. Je pense qu'on m'aurait balancé une casserole d'eau bouillante à la figure, ça m'aurait fait le même effet.
je pense qu'on n'aurait pas pu me l'annoncer de façon plus brutale que de me dire vous savez ce que c'est la sclérose en plaques, enfin, c'est ce que vous avez mademoiselle. Du coup il est parti, j'ai appelé maman en pleurs, j'arrivais même plus à parler, bon, elle a compris forcément qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer d'assez grave. Vu qu'elle me rendait visite tous les après, mais elle m'a dit écoute, tu attends que je sois là et on en parlera. Qu'elle est arrivée, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Je peux pas me mettre à sa place, en tout cas moi je savais ce que je ressentais. Et c'était une douleur que j'arrive même pas à mettre de mots dessus. Je pense que quand on vient vous annoncer que vous êtes malade et que vous aurez ça à vie, ben ça change le cours d'une vie. Faut l'accepter et ça met du temps, beaucoup de temps. Je pense que c'est la pire nouvelle qu'on m'a annoncée dans ma vie. J'avais 22 ans quand on me l'a annoncé. Et je pense qu'on n'est pas préparé mentalement à recevoir une telle nouvelle aussi jeune. Si vous êtes en attente d'un diagnostic, si vous avez des symptômes qui sont en train d'arriver et que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans votre corps, que vous êtes en train de faire des examens, j'ai juste envie de vous dire déjà de vous faire confiance. Si vous sentez, si vous vous posez des questions et que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche en général, c'est pas pour rien. Depuis mon adolescence jusqu'à mes 22 ans, j'étais dans un flou total et ça a été diagnostiqué le 17 février 2007. J'ai fêté mes 4 ans avec ma maladie récemment. Je crois que plus tôt un diagnostic est posé, mieux c'est. Parce que du coup on sait de quoi on souffre et on peut le combattre. Toutes ces années où j'ai été dans le flou, où je me disais que il y avait quelque chose qui clochait mais je savais pas quoi, et ça a été des années perdues. Je dis que si ça avait été une forme plus sévère, tout ce temps ça aurait été du temps perdu et du temps gâché où j'aurais pas pu combattre, où j'aurais pas pu limiter les dégâts. Et foncez. Et n'hésitez pas à retourner chez votre médecin plusieurs fois. Parce qu'une seule fois avec ces symptômes, ça veut rien dire. Clairement, si j'avais été qu'une seule fois dire j'ai des vertiges, ça aurait pu être les périodes de fille, ça aurait pu être le stress, ça aurait pu être la fatigue, ça aurait pu être la croissance, effectivement. Mais des épisodes répétés en boucle comme ça, forcément au bout d'un moment ça fait tilt et on se dit c'est plus normal. Donc si vous avez des symptômes, peu importe lesquels, peu importe la maladie qui peut vous planer au-dessus de la tête, n'hésitez pas à répéter les visites chez le médecin pour qu'il voie que c'est pas juste une fois mais que c'est récurrent. Et je pense que c'est l'importance dans ce genre de maladie chronique, évolutive, dégénérative, auto-immune, enfin bref, tous ces mots barbares. J'avais envie de partager un peu avec vous ce que j'ai pu ressentir, comment je suis arrivée finalement à ce diagnostic qui, ça a été très douloureux, mais ça a été salvateur aussi parce que du coup on a mis enfin une étiquette sur mes mots et j'ai pu avancer, j'ai pu me dire ok je suis atteinte de ça et maintenant qu'est-ce que je fais. Et ça sera l'objet de la seconde vidéo parce que je pense que c'est déjà assez long. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, bravo. J'avais à cœur de faire ça pour partager mon vécu. C'est pas grand chose, je suis pas médecin, mais au moins je parle de ce que j'ai vécu avec mes mots. Et je pense qu'en tant que malade et en tant qu'entourage, en tant que famille, parents, amis, petite amie, peu importe, frères, sœurs, tantes, oncles, voilà, la famille au sens large et l'entourage amical et amoureux, c'est important de comprendre ce que vit la personne sans mots médicaux, sans mots barbares, sans mots techniques, mais juste de cœur à cœur et de pouvoir échanger. Quoi qu'il en soit, croyez en ce que vous ressentez et si vous êtes parent aidant, croyez la personne ce qu'elle vous dit. Donc soyez bienveillants et à l'écoute surtout.